je vais demander à deux intervenants de bien vouloir me rejoindre sur scène. Laurent Anthony, qui est président d'Hydrogen Europe Research, et Miko Mered, qui est professeur et conférencier en géopolitique de l'hydrogène, enseignant un petit peu partout, enseignant à HEC Paris, Sciences Po, l'école de guerre. Et donc, il nous parlera un peu de stratégie et de géopolitique autour du sujet de l'hydrogène. Pour ouvrir cette séquence, nous allons écouter le représentant des industriels européens sur l'hydrogène. Il s'agit de Yorgo Chatzimarkakis, qui est le Chief Executive Officer de Hydrogen Europe. Et donc, c'est par un petit message vidéo qu'il va nous rappeler ce contexte très, très tendu, presque dramatique en ce moment, sur l'énergie, bien sûr la guerre en Ukraine, il va en reparler aussi, et sur tout le champ de possibles qui s'ouvre pour l'hydrogène. Je vous propose que l'on lance cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue au salon Hyvolution. Cet événement biannuel est désormais un incontournable dans le secteur de l'hydrogène et nous souhaitons à cette édition un succès aussi franc que la dernière. Aujourd'hui, ce salon prend place dans un contexte évidemment intense, unique et grave. La menace du changement climatique est plus que jamais présente et le dernier rapport du GIEC ne fait que rappeler d'urgence les actions à prendre. De plus, la guerre est sur notre continent. Nous devons tout faire pour soutenir l'Ukraine dans la défense et son territoire et pour réduire au maximum notre dépendance aux énergies fossiles russes qui financent les opérations violentes et illégitimes de Poutine. Ce sont nos deux combats de mois et des années à venir. Pour ce faire, l'hydrogène peut être un atout fondamental pour la France et l'Europe afin de mener ces deux combats de front et bâtir des nouvelles coopérations. La Commission européenne a proposé des moyens d'action ambitieux pour sortir de cette dépendance russe dont nombre d'entre eux reposent sur notre propre industrie. L'accélérateur hydrogène qu'elle a présenté en mars vise à faire passer la consommation d'hydrogène de 10 à 20 millions de tonnes en Europe d'ici à 2030. Cela permettra de remplacer jusqu'à 50 milliards de mètres cubes de gaz russe par an. Et c'est le 18 mai prochain que ce sera présenté, ce plan détaillé, aux côtés du tant attendu acte délégué RED II. Dans ce contexte, l'Europe doit remplacer, adapter et financer. Remplacer les technologies obsolètes et carburants fossiles pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et sortir la dépense russe au plus vite. Adapter les actifs infrastructures gazières pour permettre la réalisation d'un véritable réseau de transport et de distribution d'hydrogène à travers tout le continent. En ce sens, la construction des interconnexions entre les principales régions productrices et consommatrices telles que Allemagne et France et la péninsule ibérique sera une pièce maîtresse de cette réalisation. Financée avec les revenus européens tels que ceux de fonds du marché carbone ETS et utiliser les aides d'État pour permettre cette transition. Enfin, l'Europe doit accélérer. La France, grande nation économique et industrielle, a évidemment un rôle charnière à jouer pour réaliser cette ambition. Elle dispose d'atouts essentiels pour être l'un des leaders européens et mondiaux de l'hydrogène. Son mix électrique décarboné, reposant sur l'un des plus grands parcs nucléaires au monde et sur une expertise de pointe dans le secteur, doit être tiré au profit.
Ces avantages doivent permettre la production à grande échelle d'hydrogène décarboné en France et chez nos voisins, notamment ukrainiens, avec le partage de connaissances requis. En effet, nous voyons ce nouveau partenariat énergétique entre l'Europe et l'Ukraine comme une condition majeure à la reconstruction du pays. Il est clair que pour mener à bout une économie d'hydrogène, les imports vers l'Europe seront nécessaires pour satisfaire une demande significative à venir à travers tous les secteurs. Certainement, 10 millions de tonnes d'hydrogène, au moins d'ici 2030, seront acheminées vers notre continent depuis nos voisins nord-africains, ukrainiens, du Moyen-Orient, mais aussi du Canada ou encore de la Mauritanie et du Chili, et ce par pipeline ou bateau. Ces nouveaux accords forgeront de nouveaux partenariats gagnant-gagnant. Ils sécurisent et diversifient l'approvisionnement énergétique décarboné de l'Europe. Ils ouvrent de nouveaux marchés à notre industrie d'excellence, tout en favorisant le développement de technologies propres dans d'autres localités, soutenant la décarbonation et le développement économique local. À noter que plus l'Europe tirera profit de son plein potentiel, moins les imports seront nécessaires. Une approche intelligente du principe d'additionnalité, de décuplement des capacités de production d'électricité décarbonée et la construction des infrastructures nécessaires en sont trois piliers fondamentaux. Et la France a tant d'avantages à faire valoir. L'implantation historique d'acteurs industriels français à dimension internationale dans le secteur et une main-d'œuvre qualifiée et expérimentée donne une longueur d'avance à la France. De même, l'émergence soutenue d'entreprises et startups plus récentes témoigne également d'un fort dynamisme et potentiel dans le paysage industriel français. Et ce salon en offre une superbe vue, enthousiasmante pour l'avenir. La France a donc tout pour faire la course en tête dans le développement technologique et le déploiement de l'hydrogène, mais doit s'atteler à exploiter son plein potentiel. Pour ce faire, ces joyaux industriels doivent devenir de véritables soutiens pour porter ses ambitions au plus haut niveau institutionnel. La réélection du président Macron confirme le choix français de la voie européenne et du multilatéralisme. Elle doit effectivement permettre à la France de devenir une grande nation écologique. L'Europe en aura grand besoin et ce projet se fera avec notre industrie ou ne se fera pas. À l'industrie donc de montrer de quoi elle est capable pour relever les défis d'aujourd'hui. Et la France, par son importance et son potentiel immense, doit être le moteur et non pas le frein de ce changement. Nous avons beaucoup à perdre si nous continuons à hésiter et beaucoup à gagner en jouant intelligemment de notre avantage technologique. Unissons nos efforts pour mettre un terme à la dépendance russe et décarboner notre économie et pour faire de la transition énergétique un réel succès écologique et industriel. Merci et un bon salon à tous. Merci Yorgo Chatzimarkakis. Je regrette que par rapport à ce qu'il vient de dire concernant l'ambition de la France, et il a lié ça à la réélection du président Macron. Il y avait deux parlementaires qui se trouvaient là il y a quelques minutes au deuxième rang. Il y avait Michel Delpont et un troisième parlementaire qui est encore là, très bien. Michel Delpont qui était là et Jean-Charles Collaroy. N'hésitez pas à intervenir tout à l'heure si vous voulez rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit.
beaucoup de messages, vous l'avez vu, c'est un message qui était très volontariste et qui dit à la France, vous avez entre les mains tout ce qu'il vous faut. D'habitude, quand on parle des entreprises qui montent, on parle des pépites. Là, il a parlé des joyaux carrément. Donc vous allez devoir réagir par rapport à toute une feuille de route qui vient d'être tracée par les industriels. On va demander aux chercheurs de réagir tout de suite, puisque là, vous aviez la parole des industriels européens. Vous allez maintenant avoir la parole des chercheurs européens, puisque Laurent Anthony représente sur ce plateau pas moins de 108 membres, 25 pays. Il est chercheur au CEA, mais il est surtout président de Hydrogen Europe Research. Alors, réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre et feuille de route des chercheurs. L'hydrogène, c'est mature, oui, non, sur quoi on doit travailler, vers quoi on doit aller maintenant? Oui, alors effectivement, Philippe Bouclé l'a dit tout à l'heure aussi, l'hydrogène, la technologie d'hydrogène est mature. On commence à industrialiser, à déployer. Jorgo vient juste de dire qu'il faut bien même le faire plus rapidement, mais il faut quand même avoir en tête que l'hydrogène reste une technologie jeune. On est au début de l'aventure de l'hydrogène. Et donc c'est parce qu'on est au début de l'aventure de l'hydrogène qu'il faut continuer à faire de la recherche. Alors là, bien sûr, en tant que chercheur, il faut toujours faire de la recherche, mais je dirais d'autant plus qu'une technologie commence à émerger. C'est-à-dire qu'on a eu une bonne idée, qu'elle peut répondre à plein de problèmes. Donc maintenant, il faut changer de vitesse, accélérer. Donc accélérer aussi les développements nouveaux. Il faut bien avoir en tête que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les avions volent depuis 100 ans, que les voitures roulent depuis presque 200 ans, 150 ans, que nous ne faisons plus de recherche dans le domaine. Au contraire, il y a des milliards qui sont dépensés. Donc aussi pour l'hydrogène, il faut continuer à faire de la recherche. Alors en termes de feuille de route, elle va se décliner, on va dire, par deux grands pans de recherche. Premier pan de recherche, c'est sciences et technologies. Sciences et technologies avec différentes activités que nous menons au niveau européen, qui est d'accompagner l'industrialisation des technologies d'hydrogène. Alors comment accompagner? C'est faire de la recherche comme d'habitude, ce qu'on appelle des activités de développement, de soutien à la démonstration, pour vérifier que les produits en cours de développement répondent aux attentes, voir où sont les points forts, les points faibles et comment les améliorer. Deuxième pan, c'est préparer l'avenir. Préparer l'avenir dans le sens où, comme je dis, c'est une technologie jeune. Donc les technologies utilisées aujourd'hui, je suis quasiment persuadé que dans 20 ans, on aura complètement autre chose. Que ce soit la pile à combustible, voire même l'électrolyse. Quand on voit l'évolution des autres technologies, on ne peut pas imaginer que l'hydrogène ne suive pas la même voie. Donc ça, il faut préparer. Et en Europe, notamment, puisqu'on a la chance et la fierté d'être parmi les leaders mondiaux, pour le rester, il faut investir dans la recherche du futur. Et à ce propos, au niveau européen, donc il y a un nouveau partenariat, mais même si c'est un partenariat de recherche, avec la Commission européenne et les industriels européens, nous avons décidé que nous allons investir au moins 10% de l'enveloppe pour de la recherche prospective. Donc sur 1 milliard, donc c'est 100 millions d'euros pour de la recherche qu'on appelle bas TRL, vraiment prospective. Donc vous voyez, les chercheurs, il faut qu'ils accompagnent aussi sur ce point de vue-là. Autre aspect scientifique et technique, alors qu'on essaie de lancer, de mettre en œuvre, c'est pour accompagner les industriels aussi, c'est mettre en place une infrastructure européenne. Alors infrastructure pas au sens réseau de tuyaux de gaz ou électrique, non, c'est une infrastructure de recherche et une infrastructure technologique. Donc infrastructure technologique, c'est ce qu'on appelle des plateformes technologiques, c'est comment aider les industriels et notamment les PME à faire de la montée en gamme. Comment aider aussi les industriels à mettre en place des capteurs, des actionneurs pour qu'il y ait la meilleure qualité possible dans la production, sans arriver à de la surqualité qui va générer du surcoût. Et infrastructure de recherche pour justement pouvoir faire cette recherche amont, améliorer les moyens et essayer au niveau européen de créer en gros un réseau d'infrastructures de recherche et infrastructures technologiques qui permet vraiment à chaque acteur de recherche européen d'accentuer et de travailler sur ses points forts, mais de travailler avec ses collègues pour avoir finalement une couverture complète de la chaîne et ainsi laisser les industriels européens en bénéficier. Deuxième pan, on va plutôt travailler sur l'aspect social ou sociétal. Alors là, comme le disait Philippe Bouclé tout à l'heure, c'est bien de vouloir faire des déploiements, de produire des électrolyseurs, produire des piles à combustible, les installer. Encore faut-il avoir les hommes pour le faire. Et des hommes qualifiés. Donc là, c'est quelque chose qu'on voit maintenant quand même de plus en plus comme un des points durs au développement de la filière, c'est avoir les ingénieurs, les chercheurs, mais aussi les techniciens, les opérateurs qui viennent travailler dans le monde de l'industrie.
Et là, tout le travail qui a été fait par France Hydrogène est assez pionnier. Et au niveau européen, pareil, nous essayons de travailler sur cet aspect compétences, métiers, formation. Jusqu'à présent, les projets européens étaient assez focalisés sur les aspects chercheurs, thésards, ingénieurs. Nous avons lancé 1 ou 2 projets sur les aspects techniciens, formation de techniciens. Nous avons même un petit projet Edgecogo pour le secondaire, pour sensibiliser les jeunes à la technologie de l'hydrogène. Mais là, maintenant, nous devons aussi changer de braquet, voir comment nous pouvons mettre en place des matériels, des formations diplômantes, aussi pour la reconversion du personnel. Et là, la recherche va aider. Quand vous dites nous avons lancé, c'est quelle structure? Donc ça, c'est le partenariat européen, donc qui s'appelle Clean Hydrogen Joint Undertaking. Donc c'est la suite des entreprises communes FCH1, FCH2, qui vient de démarrer là en 2021 pour le programme cadre Horizon Europe, doté d'1 milliard d'euros financé par la Commission européenne, plus 1 milliard d'euros qui sera apporté par les acteurs privés que sont Hydrogène Europe et Hydrogène Europe Recherche. Donc vous avez, on a 2 milliards en tout sur le prochain programme 4 pour faire ça. Et enfin, dernier axe sociétal, c'est travailler sur l'acceptation de l'hydrogène. C'est un autre point qu'on va peut-être détailler. L'acceptation, c'est d'une part assurer à l'utilisateur que nous allons être, vous et moi, qu'on ait confiance. Donc confiance, ça veut dire la sécurité est là. Comment s'assurer que quand j'utilise des technologies hydrogène, c'est au moins aussi sûr que quand j'utilise mon électricité à la maison ou quand je fais le plein d'essence avec ma voiture. Donc ça, c'est un premier point, sécurité. Mais aussi le côté durabilité. Est-ce qu'on est vraiment vertueux? C'est un point qu'on pourra détailler. C'est-à-dire, est-ce qu'on développe l'hydrogène? Pourquoi? Pour contribuer aux objectifs climatiques, environnementaux, en plus du critère économique. Donc là aussi, on veut soutenir notamment les parlementaires, qu'ils soient nationaux, européens, les agences de réglementation, parce que quand on écrit un texte, une réglementation, qui a un fondement scientifique et technique, et non pas des hypothèses pour faire plaisir, mais que ce soit quand même fondé techniquement. Donc là aussi, la recherche européenne travaille sur ces aspects pour aider, in fine, vraiment au développement d'une filière industrielle européenne. Alors on va revenir sur ces sujets-là. Acceptabilité, je fais très attention à manipuler le mot. C'est presque devenu un gros mot, l'acceptabilité. Maintenant, on parle plutôt d'appropriation. Appropriation des technologies, appropriation des projets, appropriation au cœur des territoires de ce qui est en train de se passer. Sécurité, on va revenir parce que j'ai une question pour vous tout à l'heure sur la sécurité d'approvisionnement et notamment sur l'affaire des métaux rares. Mais on va revenir, je voudrais donner la parole à Mikko Mered, donc professeur et conférencier en géopolitique de l'hydrogène. Il va nous parler de géopolitique de l'hydrogène, ce qui est en train de se passer. On voit qu'il y a beaucoup de pays qui veulent prendre leur place, qui veulent devenir leaders sur le sujet et avec des stratégies qui sont quelquefois diamétralement opposées. Alors quelle est l'analyse du géopoliticien de l'énergie en général et l'hydrogène en particulier? Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai pour faire cette analyse. Dans notre cours à HEC, c'est 18 h. Donc, on va essayer de faire ça en plus court. Bonjour à tous et puis surtout, merci d'avoir consacré votre début de salon à nous écouter. On va essayer de vous donner quelques points de repère pour que ça se passe bien pour vous et que ça vous soit utile. Alors, fondamentalement, il y a plein de pays, vous le savez, qui effectivement ont maintenant des stratégies hydrogène. Si vous revenez un petit peu en arrière, si vous revenez en 2015, disons, au moment de l'accord de Paris, de la COP 21, il y avait moins de 10 pays dans le monde qui avaient une stratégie ou une feuille de route ou quelque chose qui ressemblait à un document institutionnalisé, gouvernemental, national, parlant d'un développement stratégique de l'hydrogène. Aujourd'hui, dernière fois que j'ai compté, donc c'était au 31 mars, j'ai bossé en avril, pardonnez-moi, et du coup au 31 mars, on avait 43 pays, à mon décompte, qui avaient une stratégie, une feuille de route, quelque chose qui y ressemblait, ou alors qui étaient en train d'en préparer une. Et à partir de là, quand on fait l'analyse de ces 43 pays, ce qu'on observe, c'est qu'on parle évidemment de la plupart des pays industrialisés de la planète, premièrement, puisque l'ensemble de ces pays, si on prenait juste leur PIB, ils représentent plus de 90% du PIB de la planète. Donc d'un point de vue de la puissance économique qui est en train de se mettre en œuvre autour de cette question de l'hydrogène par le biais de ces stratégies politiques, environnementales, gouvernementales, eh bien de fait, on voit qu'il y a une force de frappe qui est en train de monter et qui est tout à fait logique. Le deuxième point qu'il faut repérer, c'est qu'il n'y a pas une géopolitique de l'hydrogène, il y a des géopolitiques des hydrogènes. Et là, alors on est d'accord avec Laurent, mieux vaut ne pas parler de couleur, bien sûr, mieux vaut parler de capacité carbone, d'intensité carbone des différents types d'hydrogène. Mais je vais faire très simplement ici un petit distinguo entre la géopolitique de l'hydrogène, des hydrogènes issus du fossile, et la géopolitique de l'hydrogène vers
qu'il soit renouvelable au sens des énergies renouvelables qui pourraient l'alimenter, que ce soit au niveau de la biomasse ou voire même de l'hydrogène naturel qui évidemment émergera dans les années à venir. Donc fondamentalement, on a des dynamiques qui sont très différentes avec des pays qui ne sont pas du tout nécessairement les mêmes joueurs sur la géopolitique de l'hydrogène issue du fossile et celle issue du vert. Et puis enfin, dernier petit point de cadrage, parce que le but, c'est pas que je vous fasse une conférence, je vous l'avais promis au début, c'est tout simplement que vous allez avoir au niveau mondial une géopolitique de l'hydrogène organisée entre les pays qui sont prêts à importer massivement de l'hydrogène venant d'ailleurs et ceux qui veulent produire avant toute chose localement. Et en fait, aujourd'hui, quand des journalistes me posent la question « Mais alors, qui va gagner cette géopolitique de l'hydrogène? Mais alors, est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est l'Allemagne? Est-ce que c'est la Corée? Est-ce que c'est la Russie ?» Bon, la Russie, c'est un peu mal barré, mais bon, on en reparlera peut-être dans 10 ans. Eh bien, moi, ce que je dis à chaque fois, c'est que je n'arrive pas à répondre à cette question. Parce qu'aujourd'hui, si on voit que l'hydrogène vert ou les hydrogènes verts vont réussir à prendre le pas, effectivement, à l'horizon 2030-2040 sur les hydrogènes issus du fossile, ça, on peut en être relativement certain. On n'arrive pas aujourd'hui à se dire, avec certitude, non, c'est le modèle allemand d'importation massive, ou alors c'est le modèle français de production localisée, autant que faire se peut, qui va l'emporter. Aujourd'hui, j'en sais rien. Ça, c'est pour aujourd'hui, mais si on regarde un petit peu plus loin, on peut imaginer que le but ultime va être, malgré tout, de produire. Alors, encore une fois, le but objectif... Alors, vous avez raison. Le but, c'est de produire, certes. Mais où et à quel coût? Je prends l'exemple concret. Admettons, nous sommes sur un projet hydrogène d'envergure relativement moyenne dans une région française rurale. Si j'ai effectivement un coût de production de l'hydrogène local, parce que je produis localement à 6 € le kilo, 7, 8, 10, 13, et que de l'autre côté, j'ai de l'hydrogène chilien ou saoudien ou marocain qui débarque à 2,50 €, est-ce que effectivement le politicien local, est-ce que les entreprises locales vont faire le choix politique de surpayer leur hydrogène pour produire localement? À cette question, aujourd'hui, moi, je n'ai pas de réponse. Et je ne vous dis pas que ça ne va pas être le cas. Parce qu'il y a des logiques d'emploi derrière, il y a des logiques de bassin industriel derrière, il y a des logiques politiques derrière. Donc je ne vous dis pas qu'on ne va pas surpayer notre hydrogène pour produire localement. Et je ne vous dis pas non plus que d'un point de vue des populations, il n'y aura pas une demande justement de l'électorat, quel qu'il soit, en France ou ailleurs, pour justement une production locale parce que ça amène énormément d'externalités. Mais je ne peux pas vous dire non plus que c'est le modèle allemand d'importation massive qui va l'emporter. On a vu le port de Rotterdam faire une grande annonce, pas plus tard que hier, en nous disant qu'à l'horizon 2030, avec 70 pays et sociétés partenaires, ils seront capables d'importer 4 600 000 tonnes d'hydrogène par an via le port de Rotterdam. Bon, la question de savoir est-ce qu'ils seront prêts en 2030 est une première question à poser. Je laisse ça à Laurent. Je refile la patate chaude parfois. Mais la deuxième question, c'est d'où va venir cet hydrogène? Parce que s'il vient d'Espagne ou du Portugal, est-ce que ça a vraiment du sens? Pas vraiment. S'il vient du Maroc, pas vraiment de sens encore. S'il vient d'Australie ou du Chili, alors là, effectivement, ça va être difficile de faire autre chose d'importer par bateau. Mais, encore une fois, est-ce que c'est souhaitable dans un monde qui cherche petit à petit à se relocaliser, comme on l'a vu à la suite de la pandémie? Jorgo nous a cité plein de pays. Il nous a parlé de l'Ukraine, bien sûr, du nord de l'Afrique, du Moyen-Orient, de la Mauritanie, du Chili, le progrès Maganès évoqué lors du discours d'ouverture tout à l'heure. Donc il y a vraiment potentiellement beaucoup de pays desquels importer. Alors effectivement, je vais peut-être juste réagir, Laurent Anthony, si je peux. oui. Ce que disait Nico. Par rapport à l'international et l'import, il y a le coût de l'hydrogène, mais il faut avoir de plus en plus que le coût de l'hydrogène, même renouvelable, sera de plus en plus impacté par le coût de transport. Donc aujourd'hui, même si on dit que l'hydrogène renouvelable produit au Chili, au Maroc, en Australie, avec des coûts de renouvelable à 17 € du mégawattheure ou même moins, va amener des coûts d'hydrogène très bas, le coût du transport, notamment par la voie maritime, aura un impact important et qui devrait normalement même devoir pouvoir rendre compétitif l'hydrogène produit en Europe. Donc la question du transport, pour le coup, c'est important. Et il y a également l'aspect environnemental. On ne l'oublie pas, pourquoi fait-on l'hydrogène? Pour décarboner. Alors, si c'est pour utiliser des gros bateaux au diesel lourd, et on sait qu'aujourd'hui, c'est quand même ces gros bateaux-là qui ont un impact très significatif sur le changement climatique et sur l'aspect environnemental, est-ce vraiment une bonne chose?
On est en train d'essayer d'économiser 10 à 12% en les faisant tirer de temps en temps par des super kitesurf. Voilà, ou en réduisant la vitesse, mais ça c'est pas forcément acceptable par rapport au flux. Mais juste pour dire, donc, et les bateaux qui vont transporter, Philippe disait, il y a un premier bateau de quelques milliers de mètres cubes qui démarre, mais des bateaux qui vont pouvoir transporter plusieurs millions de tonnes à l'horizon 2030, c'est peut-être très ambitieux. Donc ça c'est un premier point. Et puis deuxième point par rapport entre import-export, je pense qu'il faut aussi avoir en tête que oui, il y aura des pays qui vont plutôt vouloir exporter et d'autres qui vont plutôt vouloir importer, notamment les Allemands. Mais je pense que nous, en tant qu'Européens, il y a un objectif européen de transition juste et équitable, de ne pas tomber dans le travers de néocolonialisme. Donc, voilà. Donc il faut aussi aider les pays qui vont produire cet hydrogène à pouvoir bénéficier localement de cet hydrogène pour le développement de leur économie et pour le respect de l'environnement. Donc là, c'est un point, à mon avis, assez sensible. Réaction par rapport au néocolonialisme et par rapport au partenariat éventuel avec je souscris toute la journée, il n'y a pas de problème. On est complètement d'accord, complètement aligné là-dessus. Ce qu'il faut bien avoir en tête aujourd'hui, c'est que la question de cette géopolitique de l'hydrogène, si vous voulez la reprendre d'un point de vue un peu monolithique, ça va être une question de bloc avant d'être une question de pays. Et en fait, quand on parle d'hydrogène en Europe, vous pouvez faire le choix de démanteler les partenaires européens pour prendre la stratégie espagnole toute seule, la stratégie portugaise toute seule, la stratégie allemande ou française ou tchèque toute seule. Vous pouvez aussi faire le choix de faire la stratégie européenne et de la prendre comme un ensemble. Et aujourd'hui, le modèle français consiste plutôt à essayer justement de bâtir une géopolitique de l'hydrogène et donc une inclusion mondialisée, vous l'avez compris, qui soit une logique d'équipe. C'est-à-dire que la France, mais tout comme d'autres pays européens, essaye, notamment l'Espagne par exemple, essaye de jouer en team player, essaye de dire on est 27 et c'est à 27 qu'on sera fort. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est la première destination de l'hydrogène, c'est la première zone de production d'hydrogène, c'est la première zone, quand je dis production d'hydrogène, évidemment, c'est production de machines qui permettent de faire de l'hydrogène, bien sûr, etc., etc., etc. Mais il y a deux acteurs qui ne jouent pas vraiment le jeu en Europe aujourd'hui. Le premier, c'est l'Allemagne, parce que l'Allemagne a plutôt tendance à jouer pour elle avec les partenaires européens plutôt que de jouer en équipe européenne. Et le deuxième acteur, c'est les Pays-Bas dans la même logique, puisque l'un et l'autre, la stratégie allemande et la stratégie néerlandaise, s'alimentent l'une l'autre, étant toutes les deux basées sur cette logique d'import. Donc fondamentalement, au niveau intra-européen, on a aujourd'hui cette dichotomie-là, et qui ensuite, si on rentre dans la multiscalarité de cette géopolitique de l'hydrogène, va s'immiscer à peu près partout, que ce soit sur les questions de taxonomie, que ce soit sur les questions de garantie d'origine, que ce soit sur les questions de formation, ou que ce soit encore sur cette notion de diplomatie de l'hydrogène qui effectivement émerge. Et dans ce salon, vous le voyez à chaque fois, à chaque édition. C'est ce qui justifie les propos d'Yorgo tout à l'heure, qui a dit la péninsule ibérique sera une pièce maîtresse du dispositif et la France devra avoir un rôle de moteur. Oui, la France aura un rôle de moteur, mais la France a déjà un rôle de moteur. La France est déjà numéro 1 en Europe en matière de production d'électrolyseurs. La France est déjà numéro 1 en matière de stations de recharge. La France est déjà numéro 1 parce que tout simplement, elle a depuis 20 ans l'écosystème le plus intégré, que ce soit sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'amont à l'aval, ou que ce soit sur les différents types d'hydrogène en vertical. Donc fondamentalement, la France, elle n'a pas juste des atouts. La France est déjà le moteur. Et France Hydrogène, le discours de Philippe Boucly tout à l'heure, vous l'aviez dit déjà. Donc fondamentalement, la France a ce rôle moteur. Mais maintenant, il faut une traduction politique. Et la traduction politique ne peut pas se contenter d'être juste une stratégie hydrogène de 9 milliards 1 avec quelques milliards ou quelques centaines de millions d'euros par-ci par-là sur des sujets connexes qu'on pourrait rapporter à l'hydrogène. Il y a une forme d'incarnation nécessaire, et en particulier au niveau international. On le dit souvent en privé, il faudrait un ambassadeur de l'hydrogène ou une ambassadrice de l'hydrogène. En France, fondamentalement, effectivement, aujourd'hui, le sujet, c'est est-ce que la France peut être force de motricité pour l'ensemble des partenaires européens dans le monde ou pas? On l'a été pour le nucléaire, on peut recommencer l'aventure. Puisqu'on parle de nucléaire, enfin non, c'est moi qui en parle. Revenons vers le CEA. Quid de ce sujet délicat, des métaux rares, des terres rares éventuellement? Qu'est-ce que les chercheurs européens ont à nous dire sur le sujet? Sur les terres rares ou sur le nucléaire ou sur les deux? Non, pas sur le nucléaire, sur les terres rares. Parce qu'on peut en parler aussi. Oui, ça je suis La sûr. semaine dernière, j'étais en Allemagne pour faire parler d'hydrogène et j'ai abordé le sujet du nucléaire en Allemagne.
Je suis revenu entier. Oui, oui. Donc pour dire, c'est un sujet dont on parle, mais on peut rester tout à fait. Vous avez parlé du nouveau nucléaire, vous avez parlé des nouveaux EPR, des SMR. C'était en fait dire qu'il n'y a pas de compétition entre les énergies renouvelables et l'énergie nucléaire, comme il n'y a pas de compétition entre la batterie et l'hydrogène. Ce sont des solutions complémentaires. Et donc, si on veut répondre à REPowerEU, qui est de doubler les objectifs de production au niveau européen à l'horizon 2030, passer de 10 à 20 millions de tonnes, nous ne saurons pas le faire si nous n'avons pas l'électricité disponible. Électricité bas carbone et renouvelable. Donc on a besoin de tout, dont l'énergie électrique nucléaire. Et de ce point de vue-là, par rapport à ce que disait Miko, par rapport à l'Allemagne, nous avons une divergence de vue. Mais comme le dit le président Macron, nous avons la chance de disposer de cette énergie décarbonée massivement. Et il faut aussi en France développer les renouvelables. Donc je veux dire, c'est bien les deux, et c'est les deux ensemble qui nous permettront d'atteindre des volumes importants d'hydrogène bas carbone. Et c'est ça qui compte. Voilà, donc plus que les développeurs des renouvelables sont les mêmes que ceux qui travaillent sur le nucléaire. Je veux dire, il y a les acteurs historiques sont les mêmes. Et je veux dire, il y a un argument. Je veux dire, je me souviens il y a 3 ans d'une discussion avec Brice Lalonde. Dieu sait, tout le monde connaît son passé. On ne peut pas dire que ce soit un pro-nucléaire acharné. Mais il a clairement dit que l'objectif, c'est décarboner. Et décarboner, donc déjà, trouvons une solution pour nous affranchir de l'énergie fossile. Quand nous aurons atteint cet objectif, voyons comment nous affranchir du nucléaire. Mais faisons les choses étape par étape dans le bon ordre. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'il y a de la complémentarité. Alors, et pour répondre à votre deuxième partie... Reprenez votre casquette de Hydrogen Europe Research. Alors, et donc, au niveau européen, c'est pour ça, mais au niveau recherche européenne, c'est pour ça qu'on tient ce même discours de complémentarité, de collaboration en termes d'énergie électrique. Alors en termes d'activité matériaux, effectivement, ça reste un sujet, aussi bien pour les piles à combustible que pour les électrolyseurs. Donc là, nous avons mené plusieurs activités de recherche pour réduire notre quantité de métaux précieux dans les piles à combustible. Ce sont ce qu'on appelle les platinoïdes, donc le platine, mais dans l'électrolyseur, il y a de l'iridium, du palladium. Donc il y a comment réduire. Ces dernières années, nous avons, même ces dernières années, oui, si vous regardez, il y a peut-être 20 ans, il y a 15 ans, pour le premier véhicule qu'on avait fait à l'époque avec Peugeot, dans le cas de Genepac, on était à plus de 80 grammes de platine dans le stack pour 80 kW. Aujourd'hui, les véhicules sont plutôt de l'ordre de moins de 30 grammes pour la voiture. Donc vous voyez, il y a déjà un facteur qui a été diminué très sensiblement par 3. Et quand on regarde les premiers systèmes piles à combustible dans l'espace dans les années 60, et aujourd'hui, il y a un facteur 10 000. Alors l'idée maintenant, c'est encore de réduire ce facteur, passer de 30 grammes à 10 grammes. 10 grammes, ce qui fera 2-3 fois plus la quantité de métaux précieux qui sont aujourd'hui dans nos véhicules. Le pot catalytique a des métaux rares, a des métaux précieux, je veux dire. Et pourtant, on construit des millions de voitures sans que ça pose un problème. Donc, de dire on doit passer à zéro, oui, si on peut, mais ce n'est pas ça qui va empêcher le développement de la filière. Alors, comment le réduire ? C'est trouver des substituts. Ça, c'est un premier élément. Trouver des matériaux différents ou alors réduire leur quantité. Et comment ? Finalement, en jouant sur les nanotechnologies. Donc ça, c'est quelque chose que l'on maîtrise de mieux en mieux. Donc, c'est-à-dire, c'est de mettre, par exemple, du platine de moins en moins, mais juste aux endroits où il est actif, où on en a besoin. Et ça permet donc de continuer à améliorer les performances tout en réduisant la quantité. Et pour les électrolyseurs, là, c'est un sujet qui prête à débat dans la mesure où, selon les industriels, ce n'est pas forcément la première priorité. En termes de performance, en termes de coût, ce n'est pas forcément la quantité de métaux précieux qui est le premier problème à résoudre aujourd'hui. Donc, je vous parlais tout à l'heure de recherche prospective. Là, nous allons, dans l'appel de cette année, l'appel à projet qui est en cours jusqu'au 31 mai, lancer un programme, un projet pluriannuel de 6 ans qui justement a pour objectif de réduire les quantités des métaux précieux pour les électrolyseurs et pour les piles à combustible en bâtissant un consortium, je pense, de quelques dizaines d'instituts de recherche au niveau européen. Merci. Miko, sur géopolitique des terres rares, là, vous avez un cours d'une semaine.
Oui, sur la géopolitique des terres rares, donc si vous me donnez encore 18 heures, on va en parler. Mais de fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, comme dans le secteur des batteries et comme dans le secteur des énergies renouvelables en amont, on voit qu'effectivement l'intensité terres rares, si vous me permettez ce concept un peu facile, est en train de baisser effectivement. Parce qu'au fur et à mesure qu'on investit dans la recherche, qu'elle soit appliquée ou qu'elle soit fondamentale, on voit comment on peut se débarrasser petit à petit des terres rares. Et évidemment, il y a plusieurs chercheurs, j'en vois évidemment dans l'assistance, qui travaillent sur ce sujet au quotidien. On a des pôles de recherche en France qui sont faramineux sur ce sujet. Alors évidemment, il y a le CEA qui est représenté par Laurent, mais on peut penser évidemment au pôle de Belfort, on peut penser à plein d'autres pôles en France qui sont aujourd'hui pionniers mondiaux dans ce sujet et qui ensuite, à partir de ces recherches-là, pour se débarrasser de ce qu'on ne veut pas dans notre transition énergétique, donc notamment par exemple des terres rares ou d'autres métaux critiques, on va développer des formations pour faire en sorte que les ingénieurs applicatifs puissent eux aussi aller encore plus loin, pour que les commerciaux puissent expliquer pourquoi c'est différent et c'est important de se débarrasser de ce genre d'outils. Et puis plus généralement, en fait, ce que je voudrais qu'on puisse retenir de cette politique ou géopolitique de l'hydrogène, c'est que où qu'on soit dans le monde, et quel que soit le type d'hydrogène dont on parle, il y a une chose dont on parle à chaque fois, c'est la notion de substitut ou substitution. Et ça, c'est un élément historique, c'est-à-dire que depuis la première révolution industrielle au charbon et à la vapeur, que vous connaissez tous, donc depuis plus de 150 ans, on n'a jamais eu une nouvelle énergie ou un nouveau vecteur énergétique qui est arrivé sur le marché mondial à grande échelle et qui a pu remplacer les énergies dominantes auparavant. Et aujourd'hui, que ce soit le pétrole, le gaz ou le nucléaire ou l'hydroélectricité, à chaque fois quand ils sont arrivés sur le marché, ils n'ont fait qu'alimenter la croissance de la demande mondiale et ils n'ont pas remplacé ce qui dominait avant. Et là, on a un vrai sujet parce que quand on parle de sobriété énergétique, on est surtout dans une question d'usage, bon très bien, mais quand on parle de transition énergétique au global, on parle d'arriver à substituer à niveau de vie constant à minima les énergies qui dominent aujourd'hui, c'est-à-dire 84% les énergies fossiles au niveau mondial, par autre chose, ou un panier d'autres choses. Et ce qui est fascinant, et ce qui est véritablement au cœur de tous les sujets liés à l'hydrogène, quel que soit le pays et quelle que soit la partie de la filière, c'est que l'hydrogène apparaît comme l'énergie, si vous prenez l'hydrogène naturel, ou le vecteur énergétique pour tous les autres, qui va permettre, pour la première fois de l'histoire de l'humanité industrialisée et globalisée, de pouvoir faire advenir une énergie qui va remplacer, substituer des énergies dominantes auparavant. Et ça, c'est l'élément clé, et c'est ça le travail qui nous rassemble aujourd'hui, c'est cette substitution, quel que soit le pays et quelle que soit la logique. Et ça, c'est un marqueur qui fait, et je vais m'en arrêter là, que tous les pays aujourd'hui qui viennent par exemple solliciter la Task Force Hydrogène de MEDEF International et France Hydrogène, donc sur l'expansion internationale, dirons-nous, des entreprises françaises dans le secteur, tous les pays qui viennent nous voir dans cette Task Force nous disent la même chose. On a les mêmes buts, on a les mêmes objectifs, sobriété et substitution. Maintenant, il n'y a plus qu'à choisir quels sont, en fonction des armes des différents pays, tout simplement les vecteurs qui seront les plus efficaces. Merci beaucoup, Miko Mered. Alors, il me reste 1 minute. Je voudrais donner la parole, si vous pouvez bien me rejoindre. On a un parlementaire qui est avec nous, qui s'intéresse au sujet de l'hydrogène. Alors, la volonté politique, est-ce qu'elle s'exprime vraiment? Ce qu'on vient d'entendre dans la vidéo tout à l'heure, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bonjour tout d'abord. Donc Philippe Chalumeau, je suis député de Tours en Indre-et-Loire et donc vice-président aussi du groupe d'études hydrogène avec mon collègue Michel Delpont qui l'a créé à l'Assemblée nationale et donc qui était là, oui, on va se retrouver là tout à l'heure. Écoutez, moi, je voudrais... enfin, en tout cas, j'ai travaillé beaucoup de ce sujet dans mon territoire. Parce qu'on voit depuis qu'on est, enfin, depuis 2017-18, on a créé le groupe. On voit comment la stratégie hydrogène s'est considérablement développée. Quand on voit une manifestation comme aujourd'hui, je salue d'ailleurs France Hydrogène, Philippe Boucly. Enfin, c'est absolument extraordinaire quand on voit l'évolution. Et je crois que le sujet, c'est vraiment de faire atterrir ça, nous, dans nos territoires. Voilà. Et donc, moi, je suis un député heureux parce qu'il n'y a pas plus que 3 semaines, en fait, on a réussi à remporter un appel à projet assez conséquent pour construire 2 électrolyseurs, en fait, en Touraine. Voilà, pour décarboner, en fait, une grosse entreprise, le leader mondial du semi-conducteur, ST Microélectronique. Et c'est ça qui a fait véritablement enfin, qui, je pense, a permis à l'ADEME de se décider parce qu'on
était vraiment dans la stratégie. L'idée n'est pas de mailler un peu les choses partout, mais vraiment de massifier et puis de le connecter au territoire. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur le territoire pour que l'hydrogène devienne très opérationnel dans mon territoire. Et ça, je trouve que c'est la clé pour l'avenir, je pense, enfin en tout cas dans la stratégie hydrogène. C'est tout le sens d'ailleurs de la volonté du président de la République, hein. Vous l'avez entendu sur la question de la transition écologique, où la dimension territoriale, c'est-à-dire la connexion d'un écosystème à une production avec du partenariat public-privé, je crois que c'est la bonne martingale en fait, parce que en fait, le projet qui était labellisé, c'est donc production d'hydrogène pour décarboner ST Microélectronique, mais en même temps, c'est une production d'hydrogène pour des bennes à ordures de la métropole de Tours, des balayeuses. Également, on espère y connecter, si la région centre veut bien se donner la peine de connecter aussi le ferroviaire avec quelques lignes. Et donc, je crois qu'il faut vraiment être au cœur du territoire. Donc, la dimension régionale est intéressante, mais la dimension de chaque territoire est très importante pour développer de manière très opérationnelle l'hydrogène. Alors, vous parliez de vision mondiale, d'exportation, de choses comme ça. Moi, je voulais reconnecter sur du pratico-pratique parce que mes concitoyens, en fait, quand je fais les marchés en ce moment, vous en doutez bien, quand on parle d'hydrogène, ils voudraient le voir, quoi. Et le voir, c'est vraiment, on roule avec, dans un train, dans un bus, et dans une industrie qui se décarbone. Et ça, je trouve que c'est très important. Et la stratégie du président de la République, justement, d'avoir cette réflexion territoriale au plus près des territoires, je trouve qu'elle est extrêmement importante pour développer la transition écologique de demain. Et effectivement, l'hydrogène, c'est vraiment le chaînon manquant. C'est celui qu'il nous faut on sait très bien que de toute manière, les énergies renouvelables, il faut bien les stocker, il faut bien les redéployer. Et donc, le mix énergétique, il sera global. Merci pour cette précision. Miko Mered. Oui, deux mots rapides. Alors du coup, je vous propose de ne pas du tout opposer le mondial et le territorial qui serait le pratico-pratique. Tout est pratico-pratique en réalité. Mais je vois très bien ce que vous voulez dire. Au niveau national, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en termes de géopolitique intra-française, si vous voulez, toutes les régions françaises hexagonales se sont dotées d'une stratégie hydrogène territoriale, toutes, sans aucune exception, entre 2017 et 2021. Donc de fait, les régions en France sont armées ou en tout cas ont affirmé un intérêt. Bon, il manque la Corse, mais ça ne l'empêche pas d'avoir des projets par ailleurs depuis même plus longtemps, avec Myrt en 2012 et évidemment les Outre-mer où il y a de nombreuses premières mondiales. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que ce que vous avez incarné, monsieur le député, on le voit bien dans notre recherche effectivement au niveau des territoires, c'est que fondamentalement, il y a un intérêt de pratico-praticisme chez l'électeur. C'est-à-dire que l'électeur attend de son décideur local de voir cet hydrogène. Et malheureusement, en réalité, l'hydrogène qui va faire avancer le plus le schmilblick est celui qui se voit moins. L'usine de production, le stockage, le transport, etc. C'est pas ce qui se voit le plus, c'est pas ce qui est nécessairement le plus sexy, mais c'est ce qui est le plus finalement indispensable à ce que la filière existe. Mais sans les bus, sans les trains, sans ce début d'acceptabilité ou plutôt d'appropriation, vous aviez raison et je reprends votre terme, eh bien de fait, il n'y aura pas de off-taker final, il n'y aura pas de client final, donc de fait, les deux doivent se développer en même temps. Laurent Anthony. Oui, je voudrais juste compléter ce que disait Miko. Il n'y a pas effectivement de contradiction internationale, européenne, nationale, régionale. Par exemple, nous sommes tous convaincus que le développement d'hydrogène passera essentiellement par un développement territorial, avec des interconnexions au niveau nationaux ou continentaux, et même intercontinentaux. Et juste pour vous donner un exemple concret, au niveau européen, Hydrogène Europe, donc qui est l'association européenne qui regroupe les industriels, les associations nationales comme France Hydrogène, vient de créer cette année un troisième pilier régional. Aujourd'hui, il y a déjà plus d'une trentaine de régions. Donc vous voyez, maintenant c'est un des trois piliers de l'association européenne. Et puis le développement ce qu'on appelle aussi des vallées d'hydrogène ou des écosystèmes hydrogènes qui sont assez territoriaux au niveau européen sont soutenus depuis plus de 10 ans. Avec Zero Emission Valley en Auvergne-Rhône-Alpes qui était un des premiers, mais maintenant, dans les appels européens, il n'y a pas un appel européen dans notre partenariat où il n'y a pas au moins la proposition de développer une ou deux vallées. Et ça à travers l'Europe. Et en termes de retour d'expérience, qui est important aussi, et ça c'est dans le cadre de Mission Innovation, il y a une base de données qui a été mise en place
qui vraiment est là pour regrouper l'ensemble de ces vallées de l'hydrogène, de ces écosystèmes d'hydrogène, pour pouvoir le partager aux autres et de dire bah voilà ce que nous avons fait, ce qui a marché, les points durs, et pour justement donner l'importance à ce côté territorial et de montrer que c'est par là qu'on va réussir. Regardez ce qui a marché, regardez les travers, évitez-les si vous voulez vous-même vous y lancer. Merci pour cette précision. Je vois l'heure qui tourne, il faut que l'on passe à la suite. Merci, monsieur le parlementaire, de votre intervention inopinée. Et soyez assurés qu'on va reparler des territoires dans la 4e séquence, juste avant le déjeuner. On aura un passage sur le rôle des territoires. Merci beaucoup. Merci, merci messieurs, merci Miko et merci Laurent Anthony.